Ouais, ben avec le mois d'août, je m'enligne pour toute une dérape. Gros coup de cœur à l'horizon. L'école du jeu, en partenariat avec la boutique L'Imaginaire. Au-delà de vos attentes. Bonjour et bienvenue à l'École du jeu. Mon nom est Sylvain et on se retrouve pour le quoi de neuf du mois d'août. Alors un mois d'août rempli de belles expériences ludiques, mais aussi de gros coups de cœur. Donc il y a eu plusieurs jeux qui ont vraiment retenu mon attention ce mois-ci. Je commence immédiatement avec quelques petites statistiques ludiques. Alors, au courant du mois d'août, j'ai joué 52 parties de 29 jeux différents. Là-dedans, il y en a 13 que c'était la première fois que j'y jouais. Mais ne vous en faites pas, je ne vous parlerai pas de tous ces jeux-là. D'ailleurs, je vous invite à aller regarder dans la description de la vidéo. Vous allez remarquer des étampes de temps. Vous pouvez également regarder sur la petite barre aussi sur YouTube. Donc, si jamais il y a un jeu qui vous intéresse plus ou il y a un jeu qui vous intéresse moins, eh bien, soyez libre de parcourir comme ça pour regarder ce qui va vous intéresser. Mais on va quand même essayer de le garder dans un court laps de temps. Je commence immédiatement aussi avec un retour que j'aime faire. Lors du mois de janvier, j'ai pris une résolution ludique, c'est là d'avoir aucun jeu non joué dans ma collection. Et là, j'ai regardé, j'ai commencé avec 42 titres. JP m'avait mis un peu au défi en me disant que je serais pas capable de le faire. Et j'ai entamé ce dur labeur d'essayer de réussir à jouer à tous les jeux de ma collection au moins une fois. Et là, ça va de bon train. Bon, il y a eu une petite période que ça a été un peu plus difficile, bien entendu, avec le confinement, beaucoup moins de jeux à ce moment-là. Mais là, j'ai repris quand même un bon train. J'essaie de sortir les jeux avec mes partenaires de jeu. Et je suis maintenant rendu à 12 jeux non joués de ma collection. Donc, c'est certains jeux qui vont être un peu plus difficiles à sortir, des jeux plus lourds. Entre autres, bon, il y a The Gallerist de Vital Lacerda, qui est un jeu assez costaud. Mais sinon, quelques autres petits titres. Je vais quand même continuer de travailler fort là-dessus pour réussir mon objectif ludique. Donc, de n'avoir aucun jeu dans mon étagère de la honte. Mais pour le mois d'août, je dirais que j'ai fait des belles expériences ludiques et j'ai des gros jeux coup de cœur parce que souvent, bon, on va jouer des jeux des fois, il y a des jeux qui vont nous accrocher, des bons jeux aussi, c'est le fun de découvrir plein de choses, mais d'avoir un gros coup de cœur, ça commence à devenir un peu plus rare parce que bon, veut pas en tant que joueur, on finit par se découvrir, on finit par se connaître. Il y a des types de jeux qu'on va aimer, il y a des jeux qu'on sait qu'on va aimer, qu'on va avoir dans notre collection, mais on sait que c'est pas des grands blockbusters, des gros hits, mais c'est des jeux qui font bien le travail, puis ça en prend des jeux comme ça, mais de temps en temps d'avoir un gros coup de cœur, ça fait du bien. Donc, je commence mes expériences ludiques du mois d'août avec un jeu qui s'appelle Adventure Mart. Et là, c'est drôle parce que quand on regarde l'image, on regarde la boîte, on n'a pas sûr d'avoir l'impression que ça va être quelque chose qui va être dans nos cordes parce que Adventure Mart, ça se trouve à être un jeu où on va contrôler, on va gérer un magasin et le jeu a un artwork, un design graphique très RPG japonais, des personnages animaux, des petits chats, des petits dragons. Donc on le regarde, ça a l'air d'un jeu pour enfants. Mais ce n'est pas un jeu pour enfants, loin de là. C'est un jeu où on va devoir un petit élément de deck builder, un petit élément de tableau builder. On va devoir également avoir un certain concept de mise. J'ai trouvé que le jeu, bon justement, le concept du jeu d'opérer un magasin, d'avoir des objets qu'on va essayer de vendre dans des aventuriers, c'est un concept que j'avais déjà vu avec Bargain Quest et j'avais bien apprécié ce concept-là. C'est quelque chose que j'aime beaucoup. Adventure Mart, je sais pas trop sûr au début, mais Vincent d'ailleurs m'avait dit hey, écoute Sylvain, ça va être directement dans tes cordes et j'ai acheté le jeu sans trop avoir fait mes recherches. Bon, c'est rare habituellement, je suis très méthodique dans ma façon de repérer des nouveaux jeux, mais pour celui-là, je suis allé un peu avec le bon pif de Vince et ben il avait raison quand même, c'est un jeu que j'ai bien apprécié, j'ai joué 5 parties déjà. J'ai trouvé que le jeu est peut-être un peu long à 3 ou 4 joueurs, à 2 joueurs, il manque un peu de tension avec les autres, mais le thème est très bien rendu. Donc qu'est-ce qu'on va faire, c'est qu'on va opérer un magasin, on va pouvoir acheter d'ailleurs, on va pouvoir prendre les services de différents employés ou d'avoir des upgrades sur notre magasin et on va devoir acheter différents objets. Et là, les objets ont une certaine valeur de qualité et lorsqu'on va vouloir, on va pouvoir aller essayer de vendre aux aventuriers. L'aventurier va se révéler, il va nous révéler quel type d'objet qu'il veut avoir. Donc, les joueurs vont ensuite, si on veut miser, ils vont pouvoir se relancer. Donc, exemple, si jamais je mise pour avoir 3 étoiles, ben le joueur à côté de moi peut rajouter des objets, avoir 4, 5 étoiles, etc. Et là, on va continuer tout le tour de la table jusqu'à temps que les joueurs aient décidé de passer. Le joueur qui va avoir réussi à vendre à l'aventurier va recevoir habituellement un bénéfice, mais il va également pouvoir recevoir de l'argent. Et là, l'argent va être selon la capacité maximum de sa bourse. Donc, exemple, il n'y aurait pas plus que 7$ dans ses poches et les objets qu'on va avoir vendus. Donc, peu importe, on va toujours prendre le chiffre le plus bas. Donc, si jamais on a voulu underbidder, donc miser vraiment pas beaucoup et miser juste une étoile, ça se peut que les autres joueurs nous laissent passer parce qu'on va seulement faire quelques maigres pièces d'or. Tandis que si jamais on utilisait nos gros objets, eh bien là,
là, peut-être bien qu'on va se ramasser à avoir surenchéri et on va seulement retirer l'argent que le héros avait dans sa bourse. Donc, un petit jeu intéressant, beaucoup de combines, beaucoup avec l'élément de tableau building, il y a beaucoup de lecture. Bon, bien entendu, c'est un jeu qui est seulement en anglais. Je le conseillerais pas du tout à des gens qui sont pas à l'aise en anglais parce qu'il y a beaucoup de textes, beaucoup d'effets, beaucoup d'habiletés, beaucoup de phases, mais c'est quand même bien fait, c'est quand même bien divisé. Un jeu très sympathique. Adventure Mart, un jeu qui m'a vraiment surpris. Je continue avec un des premiers gros coups de cœur que j'ai eu du mois. C'est un jeu que j'avais déjà joué, mais on a commencé à recevoir nos copies de smartphone, donc la version Kickstarter du jeu. Donc j'avais déjà joué à smartphone auparavant, il y a quelques mois déjà, et c'est un jeu que j'ai vraiment beaucoup apprécié parce que c'est un jeu complet, c'est un jeu intéressant avec des bonnes décisions qui se joue dans un délai quand même très raisonnable. La partie que j'avais jouée, on avait joué à 5 joueurs, ça avait duré 1h30, et lorsque j'ai reçu la version Kickstarter, bon je l'avais backé, lorsqu'on a reçu la version, il y a également l'extension qui est intégrée, et là il y a une nouvelle carte du monde vraiment petite, faite pour le mode 2 à 3 joueurs et ça amène un jeu incroyablement tendu. Donc Smartphone, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un jeu de gestion. On va devoir essayer d'étendre notre empire de vente de téléphones portables. Donc on va devoir rechercher des nouvelles technologies, trouver des nouveaux marchés, essayer de réussir également à vendre. Et là, ce qui est intéressant dans ce jeu-là, c'est le concept, le nerf du jeu, c'est la vente, donc le côté économique. Donc si je vends plus bas, habituellement, on va avoir l'avantage de jouer en premier, donc on va pouvoir vendre en premier, mais il y a des gens qui vont justement rechercher payer un certain maximum de prix ou chercher différentes technologies. Donc si on vend pas cher nos téléphones, on va pouvoir vendre à beaucoup plus de monde et essentiellement peut-être bloquer les autres joueurs, mais les autres joueurs qui vont vendre à plus haut prix vont faire plus d'argent. Donc on a toujours une espèce de gestion. Est-ce que je désire vendre mes appareils, d'essayer de bloquer les autres mais faire moins de points, ou d'essayer au contraire de mettre mes appareils plus chers pour prendre les espaces et prendre mes parts de marché qui vont être intéressantes. Il va y avoir moins de monde qui va les acheter, mais je vais pouvoir en vendre avec un plus gros prix. Donc, l'espèce d'évaluation qu'on a à faire de ça est vraiment, vraiment bien pensée. Le jeu est tellement bien designé, c'est fait en 5 tours. Les étapes sont bien indiquées, la qualité de production est vraiment incroyable. Et ce qui me fascine, c'est que j'ai joué à 2 joueurs et en 30 minutes, la partie était faite. Donc, un jeu à 2 joueurs en 30 minutes qui offre les décisions et qui offre la qualité du produit que Smartphone offre, c'est vraiment quelque chose de rare. Je dirais que pour ma part, Smartphone est un énorme coup de cœur et pas juste un coup de cœur en disant que je vais jouer quelques parties ici et là et finalement, bon, un jour, il va prendre les oubliettes. C'est un jeu qui va probablement se hisser dans mon top 10. C'est un jeu que j'adore. Et là, j'ai joué 4 parties depuis que j'ai reçu ma copie Kickstarter. J'ai envie d'y rejouer à plusieurs comptes différents. Les parties sont différentes parce qu'il va falloir se baser sur ce que les autres vont faire, essayer de voir. Et là, la gestion du prix est vraiment, vraiment bien pensée. Donc, un jeu très intelligent, un jeu bien pensé, un jeu qui est surprenamment rapide à jouer pour la qualité du produit. Je pense que je pourrais continuer d'en parler en masse. Si jamais vous connaissez pas du tout le jeu, Vincent a fait une critique du jeu, également les règles. Si jamais ça vous intéresse, sérieusement, Smartphone, un énorme coup de cœur pour moi. Je pense que je pourrais continuer d'en parler pendant 20 minutes, mais je vais devoir continuer parce que là, je suis juste au 2e jeu sur ma liste. Je continue avec un plus petit jeu, et vraiment plus petit celui-là, qui s'appelle Mystic Market. Mystic Market est un jeu très simple. On va devoir acheter des ingrédients pour pouvoir fabriquer des potions, essayer de vendre des éléments. Donc, ultimement, on va acheter à bas prix et essayer de revendre à gros prix. Ce qui est intéressant avec ce jeu-là, c'est que c'est un jeu très accessible et la qualité de production est vraiment bonne. C'est une petite boîte, mais le jeu vient avec une espèce de petits trays où on va s'installer, il va y avoir une espèce des petites fioles de potions, si on veut, avec une petite poudre à l'intérieur, une petite poudre dorée brillante, très très jolie, et on va pouvoir les glisser. Donc quand on va les déplacer pour changer le prix, parce que sur la rampe, on voit le prix, eh bien on va le replacer en haut, et là ça va faire ajuster le marché. Donc ultimement, c'est un jeu de marché, parce que on va essayer de collecter des ingrédients pour pouvoir, c'est du set collection aussi, parce qu'on va collecter plusieurs éléments. Donc par exemple, si j'ai 4 ingrédients rouges, je vais pouvoir les échanger pour vendre ma potion. Et là, le prix de la potion va varier selon le prix du marché. On peut changer le prix du marché. Il y a également justement des petites potions. Un petit jeu très sympathique. C'est très simple. C'est pas un jeu complexe. C'est pas énormément de stratégie. On joue tactique. On regarde la situation. On essaie d'évaluer ça. Ça se peut que les autres joueurs viennent mettre du bâton dans les roues en changeant le prix du marché. C'est pas un grand jeu, mais c'est un petit jeu très sympathique. Et moi, personnellement, j'aime beaucoup les jeux de marché variables où on va devoir justement acheter, vendre à différents prix, un petit côté un peu comme le marché boursier. C'est vraiment sympathique et c'est fait dans une toute petite boîte, dans un tout petit jeu qui est très accessible, donc Mystic Market.
Je continue avec un jeu que j'avais vraiment aimé qui s'appelle Undaunted. Donc, j'avais joué à la version de Undaunted Normandy, qui se trouve être la version là, américain, les Américains contre les Allemands, donc pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et là, il y a une nouvelle version du jeu qui se trouve être un jeu de base à part entière. Donc, ce n'est pas une extension. Les deux jeux utilisent sensiblement les mêmes concepts, mais utilisent des règles qui sont différentes, donc on ne peut pas les mélanger. C'est le jeu Undaunted North Africa. Donc cette fois-ci, ça se trouve être basé en Afrique du Nord, bien entendu, et avec les Britanniques et les Italiens qui ont des forces. Bon, je n'irai pas trop dans le côté historique de la chose. Je sais qu'il y a beaucoup d'informations qui est donnée là-dessus. Mais ultimement, le jeu reprend essentiellement les mêmes concepts, mais va rajouter certains éléments. Donc, on est vraiment encore plus asymétrique et il y a des véhicules qui ont été rajoutés. Donc, selon les missions qu'on va pouvoir avoir, on va éventuellement rajouter des véhicules. Bon, je me suis pas encore rendu là, j'ai refait la première mission quelques fois. Mais si jamais vous n'êtes pas au courant, Undaunted, c'est quoi le concept? Eh bien, c'est un deck builder avec des éléments de jeu de combat. Donc, on va avoir des cartes et là, le jeu se joue comme un deck builder traditionnel. On va acheter des cartes dans un marché, les mettre dans la défausse, on va piger. Et là, les cartes qu'on va avoir pigées vont servir d'action. Donc, admettons que j'aurais un rifleman, donc quelqu'un avec un fusil, eh bien, je peux le défausser pour soit me déplacer, soit prendre le contrôle d'un espace, soit attaquer. Donc, en défaussant la carte, je choisis l'élément que je vais utiliser et je le fais comme ça. Donc, on a le côté deck builder, on va acheter des nouvelles cases, mais en plus de ça, on a un petit plateau avec des tuiles et là, on va déplacer notre personnage et on va tenter de prendre le contrôle de certains éléments. Et là, toutes les missions sont différentes. Le jeu vient avec un livret de scénario vraiment génial. Donc, les missions sont tous différentes. Ça fait qu'il y a beaucoup de rejouabilité là-dessus. On peut faire bon, le mode campagne ou on peut simplement prendre un scénario et l'essayer comme ça. Bon, étant donné que j'ai joué avec différents joueurs, j'ai toujours recommencé le même scénario. Donc, j'ai pas encore vu tout ce que le jeu avait à nous offrir, mais c'est un concept ludique que j'apprécie beaucoup. Undaunted, un excellent jeu. Je continue encore là avec un petit jeu, celui-ci s'appelle Dungeon Raiders. Alors Dungeon Raiders est un jeu que j'avais dans ma collection depuis un bon bout de temps. J'avais pas eu l'occasion vraiment d'y jouer, ça n'a pas l'air d'être un grand jeu, c'est un jeu de 3 à 5 joueurs, c'est un nombre de joueurs qui est assez difficile pour moi de sortir, je joue principalement à 2 joueurs. Je le mettais souvent dans ma valise, mais ça finissait jamais par sortir, j'avais pas trop lu les règles, et l'intérêt était pas trop là. Mais là, à un moment donné, je me suis dit, ah, là c'est le temps, j'essaie de passer mes jeux non joués d'ailleurs, là, je vais sortir Dungeon Raiders. Donc, on était 3 joueurs et on a sorti le jeu. Premièrement, le designer, c'est Phil Walker Harding. Donc, ce designer-là est connu pour avoir fait des jeux comme Baron Park ou Gizmos, des jeux que moi, personnellement, j'apprécie beaucoup. Il y a également Gingerbread House, que je n'ai pas joué encore. Petite maison en pain d'épices, ça a l'air très sympathique. Mais, juste avec le nom du designer, j'étais quand même intrigué. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, dans Dungeon Raiders, on va devoir essayer de devenir le joueur le plus riche. Donc, on va aller piller des donjons. Le jeu est très simple parce que ce qu'on a, c'est qu'on a des cartes numérotées de 1 à 5 et il va y avoir plusieurs étages de donjons. Donc, on va faire plusieurs portes. Et lorsqu'on ouvre une porte, on va placer 5 cartes. Et là, les cartes varient en étant ça peut être des trappes, ça peut être des monstres, ça peut être aussi des marchés, des choses comme ça. Et là, dans les cartes numérotées 1 à 5, on va devoir tout le monde en sélectionner un secret. Donc, après ça, on va faire 1, 2, 3, go, on va révéler notre carte et selon la valeur de la carte, ça va permettre de pouvoir, bon, soit vaincre des monstres, soit acheter différents objets, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a seulement les mêmes cartes, on a 1 à 5. Et là, il va falloir les jouer, les 5 cartes, parce qu'on a 5 portes à aller visiter. Donc, c'est la gestion. Est-ce que je garde mon 5 pour essayer d'affronter un monstre? Parce que l'information aussi est partielle. Parce que sur le plateau, on va voir les 5 cartes. Il y en a quelques-unes qui vont être cachées. Donc, est-ce que je vais garder mon 5 pour essayer de vaincre un monstre pour pas manger de dégâts? Est-ce que je vais tenter de gagner le trésor? Parce que le joueur qui mise le plus va gagner le trésor, des choses comme ça. Donc, on a une petite gestion à faire. C'est un petit jeu un peu de bluff. La twist, c'est qu'à la fin de la partie, le joueur le plus riche va remporter, mais le joueur avec le plus de blessures, lui, va être complètement éliminé. Donc, même si c'est le joueur le plus riche, il va être retiré de la partie. Et là, lorsqu'on a des blessures, c'est quand on affronte des monstres ou des trappes, et il va falloir faire attention. Et là, souvent, il y a un petit élément justement de bluff. C'est pas un grand jeu, mais c'est un jeu qui se joue en 10-15 minutes. C'est un jeu qui est facile à expliquer, c'est très rapide à jouer. Et c'est probablement une petite expérience, un petit filler, là, des fois, quand entre deux jeux ou en fin de soirée. Ça peut bien faire la job. Je continue avec un jeu et là, j'ai eu la visite de Kevin qui est venu de Montréal et on a joué un paquet de jeux, mais entre autres, j'ai joué à un petit jeu à 2 joueurs qui s'appelle Air, Land and Sea. Donc non, ce n'est pas Heroes of Air, Land and Sea, une espèce de gros jeu absolument épique de Scott Holmes. Non, c'est vraiment un petit jeu à 2 joueurs et c'est un petit jeu où on va avoir des cartes et on va avoir 3
terrain de bataille. Donc, on a des cartes numérotées de 1 à 6, je crois, qui ont des effets différents. Et là, les cartes sont tous mélangées. On a un paquet et là, on passe chacun des cartes. Donc, on ne verra pas toutes les cartes à chacune des manches. Donc, ça se peut qu'il y ait des cartes qu'on n'ait pas dans une manche et qu'on l'ait dans l'autre. On a nos cartes dans les mains et là, on va devoir jouer la carte dans un des 3 théâtres. Air, l'air, sea, l'eau et le land sur la terre. Donc, on va jouer les cartes. Donc, on a le choix de jouer la carte face ouverte dans le bon parce que les cartes ont tous une couleur. Donc, exemple, mon battleship, mon bateau de guerre, je vais pouvoir le placer dans l'eau. Mais si je désire, je peux le placer face cachée et là, il va avoir une valeur de 2. Donc, au lieu d'avoir une valeur de 6 dans l'eau, il va avoir une valeur de 2 mais je peux le placer n'importe où. Et là, il y a une petite twist intéressante parce qu'il y a beaucoup de cartes qui permettent de pouvoir flipper des cartes à nous ou à l'adversaire. Et là, le but, ça va être de réussir à remporter au moins 2 combats de la bataille. Donc, dans 2 des 3 terrains. Mais on a seulement 6 cartes et à notre tour, on joue une carte et on va tenter de voir si on va pouvoir remporter ça. La petite twist qui rend le jeu encore plus intéressant, c'est qu'à tout moment, si on veut, on peut se retirer. Donc, si jamais on la sent pas, on voit qu'on va perdre ou encore qu'on n'a pas les bonnes cartes, on peut se retirer et là, l'autre joueur va faire des points selon le nombre de cartes qui restent en main. Mais le hic, c'est qu'il va faire moins de points que si on avait terminé la manche puis remporté, justement, parce que le but, c'est d'avoir 12 points. Et lorsqu'on remporte 2 des 3 batailles, on a 6 points. Cependant, la première partie qu'on a jouée, on a simplement joué comme ça, essayé d'avoir les batailles, ça s'est terminé assez rapidement. Mais là, la deuxième partie qu'on a faite, là, en se retirant, on remarque qu'on donne beaucoup moins de points à l'adversaire. Donc, une espèce de gestion, et plus on avance, plus ça va lui donner de points. Donc, si jamais on se retire rapidement, l'adversaire va seulement faire 2 points, mais plus on attend et plus on joue des cartes, et moins ça va être avantageux pour notre part. Un petit jeu à 2 joueurs qui a beaucoup de rejouabilité malgré le fait qu'il y ait seulement 18 cartes. C'est vraiment impressionnant. 18 cartes, 3 petits bouts de carton, merci, bonsoir. Sérieusement, une belle découverte, un excellent jeu à 2. C'est un petit jeu où plus on joue, plus on va connaître les cartes et plus on va savoir les stratégies à employer. Donc vraiment, vraiment, un beau petit coup de cœur pour moi. Je continue avec un autre coup de cœur, et oui, encore, plein de cœurs partout. Donc celui-ci, c'est le jeu Paname. Donc, Paname, pour ceux qui ne le savent pas, c'est une espèce de grosse compagnie aérienne qu'il y avait eu là, dans les années milieu 1900, je crois. C'est une espèce de grosse... une compagnie absolument énorme et qui a acheté éventuellement beaucoup de petites compagnies aériennes comme ça. Donc, nous, dans le jeu Paname, on va contrôler une petite compagnie aérienne et notre but, c'est de se faire acheter par la Paname. Donc, on va devoir établir un réseau aérien avec une gestion de cartes. Donc, on va devoir avoir des droits de passage et on va acheter des zones aériennes. Et éventuellement, la Paname, elle va s'étendre et va pouvoir acheter les différents réseaux. Donc, en mettant des petits avions sur les différentes zones, les différentes routes aériennes, on va recevoir du revenu, mais lorsqu'on va la vendre à Paname, on va perdre ce revenu-là, mais on va faire énormément d'argent immédiatement. Et là, le but du jeu, ça va être d'acheter des actions de la compagnie, donc des stocks de la compagnie Paname. Donc, à la fin de chacun de nos tours, on va pouvoir prendre notre argent et selon le marché actuel, on va pouvoir acheter des stocks de la compagnie. Donc, un jeu où la tension est très présente. J'ai joué à 3 joueurs, j'ai joué aussi à 4 joueurs. C'est vraiment un jeu sympathique. J'aime vraiment ce concept-là. Si j'avais à évaluer, parce que dans le jeu, bon, on va faire c'est pas vraiment du road building parce si on a les 2 droits de passage, on peut acheter la route. Donc, on n'est pas obligé de partir et de se faire un chemin, donc comme beaucoup de jeux de train. On va simplement acheter différents endroits et on va devoir être stratégique et tactique parce que il va falloir essayer de se faire acheter par la Paname pour faire plus d'argent, pour pouvoir acheter des stocks. Mais, encore une fois, gérer notre revenu. Et là, le jeu est fait avec un petit côté de placement d'ouvriers parce qu'à chaque tour, il y a différentes zones sur le plateau de jeu et on va pouvoir placer un ouvrier, donc placer un ingénieur pour éventuellement à la fin du tour réaliser l'action. Cependant, il y a plusieurs espaces. Et là, lorsqu'un joueur va décider de payer plus cher, donc par exemple, j'ai décidé de payer 3 $ pour acheter un petit avion, mais un autre joueur peut placer sur une petite case en haut et il va payer 6 $. Donc, il va retirer mon pion et seulement le joueur qui a misé le plus haut va remporter le droit de ça. Donc, il faut gérer notre argent. Il faut également gérer les autres endroits. On va essayer d'avoir les spots à rabais, mais c'est pas toujours possible. Des fois, les autres joueurs vont essayer de nous mettre des bâtons dans les roues, essayer, si on la veut vraiment, de payer plus cher. Mais ça reste que c'est vraiment un heureux mélange. C'est un jeu qui est pas trop long. C'est un jeu qui se joue très bien. Un gros coup de cœur pour ma part. Je dirais que si je voudrais faire une espèce de comparaison, je pense que ça serait un mélange entre le jeu Stockpile puis Airlines Europe. Donc Stockpile pour le côté de se relancer avec notre petit ouvrier comme ça pour essayer de faire différentes actions et de faire payer les autres plus cher. Et également Airlines pour pouvoir contrôler justement différentes lignes aériennes, des choses comme ça. Donc le thème me plaît beaucoup, la qualité du matériel est vraiment présente. Je suis surpris parce que c'est un jeu qui est pas énormément cher. Bon, ici au Canada, il est 38 $, je crois, pour ce que le jeu offre. Une belle boîte, un beau concept de jeu et personnellement, c'est vraiment un jeu qui est directement dans mes cordes. Un autre gros coup de cœur pour moi. Je continue, et là, oui,
hein, je suis rendu avec encore un plus gros énorme coup de cœur. Parce que bon, oui, ce mois-ci, il y a eu Smartphone que j'ai bien aimé, Airline NC qui m'a vraiment surpris, Panam directement dans mes cordes, mais je suis tombé encore plus profondément dans l'abysse, dans le gouffre que sont les miniatures. Parce que bon, vous le savez, il y a quelques mois, je vous ai commencé à vous parler un peu, en essayant de me retenir le plus possible, de Kill Team, de Warcry, donc des jeux dans l'univers de Warhammer, qui étaient des petites versions des vrais gros jeux, parce que j'avais pas le guts de tomber dans une espèce de grosse partie de Warhammer, donc les grosses tables, des choses comme ça, des grosses armées qui sont très coûteuses, et je m'étais toujours retenu un peu reculon, mais j'aimais beaucoup le concept justement de Warcry et de Kill Team, qui étaient des versions plus rapetissées, donc faites sur un plus petit plateau de jeu, qui donnait un feeling plus rapide. Mais là, Warhammer était toujours un peu sur le bord de ma tête et j'y pensais beaucoup, mais là, ils ont sorti une nouvelle édition. Et là, c'est rendu à la 9e édition. Bon, oui, c'est des jeux, ils sortent des éditions, des nouvelles règles, des choses comme ça. Et là, je m'étais renseigné un peu pour la 8e, bon, ok, mais là, quand ils ont sorti la 9e, ils ont mis à jour beaucoup de règles. Là, je pourrais pas prétendre savoir toutes les différences parce que je n'ai jamais joué avant au vrai jeu de Warhammer 40 000. Mais là, ils ont sorti une version un peu plus épurée. Pas nécessairement simplifié, mais plus clair, je pense. Et le fait qu'ils ont également sorti une version où on peut jouer un combat, une armée, mais avec une plus petite armée. Donc habituellement, pour vous donner une idée, chaque figurine qu'on amène sur le plateau de jeu, une valeur de points selon l'équipement qu'elle va avoir, etc. Donc les parties de Warhammer étaient de quelque chose comme 1000 points. Bon, ça veut dire beaucoup de modèles. Pour Kill Team, on parlait de 100 points. Donc il y avait seulement peut-être une dizaine de modèles tout au plus qui allaient être sur la table selon les factions qu'on utilisait. Mais là, Warhammer a décidé d'amener ce qui s'appelle Combat Patrol. Donc, Combat Patrol, c'est une moitié de partie du vrai Warhammer. Donc, on joue à 500 points. Mais ce qui est intéressant, c'est que le plateau de jeu se trouve à être deux plateaux de Kill Team, un à côté de l'autre. Donc, tout est encore dans le même univers, tout est encore compatible un peu. Et là, j'ai changé mon fusil d'épaule. Je me disais, ça pourrait être intéressant. Là, je vais regarder parce que j'aime beaucoup l'idée d'activer beaucoup de troupes parce que Kill Team, on active une figurine et là, la figurine, elle va se déplacer, elle va faire ses attaques. Tandis qu'à Warhammer, le vrai jeu, si on veut, eh bien, on déploie des escouades. Donc, au lieu de déplacer là, une seule figurine, je vais en déplacer 10 et là, quand je vais attaquer, au lieu de tirer 3D, je vais en tirer 30. Donc, je dirais que il y a le côté tactique, le côté intéressant parce que le jeu est venu avec des objectifs. Le but, c'est pas de détruire l'autre joueur, c'est vraiment selon la mission qu'on va avoir des objectifs, des fois c'est de se placer, des fois c'est de réaliser certaines missions qu'il va avoir. Bon, il y a plein de variantes différentes. Ceci dit, je suis tombé dans le gouffre de Warhammer, la 9e édition. Je vais probablement vous en parler encore un peu. Je ne veux pas trop vous en parler. Je sais que ça n'intéresse pas nécessairement tout le monde. Et c'est correct, je respecte ça. C'est pas donné à tout le monde d'aimer ces jeux-là. Moi-même, avant, j'étais très réticent. J'étais très hésitant. Je me disais, ok, c'est bizarre. Mais je sais qu'il y en a d'entre vous qui sont intéressés. Je sais qu'il y en a d'entre vous également qui jouent à Warhammer. Je sais, j'ai déjà eu des commentaires aussi, des messages par rapport à ça. Donc, je vais essayer d'amener un petit peu plus de contenu là-dessus sans trop en mettre parce que oui, c'est certain que ça obsède mes pensées de ces temps-ci. J'ai joué énormément à ça et là, je regardais le nombre d'heures que j'ai joué. J'ai joué pratiquement 10 heures de Warhammer. Puis là, le jeu le plus proche, après ça, c'était 3-4 heures là, que j'ai joué. Donc, j'ai joué énormément à Warhammer ce mois-ci. Je découvre le jeu, mais j'apprécie également beaucoup ce que je découvre. J'étais très hésitant à ce monde-là et là, plus ça va. Et bien entendu, au début, je me disais, je vais juste mettre le gros orteil, j'ai fini par tomber face première et je suis tombé complètement dans la piscine. Je suis submergé et je suis heureux parce que c'est vraiment un truc que j'aime beaucoup. Donc, des parties qui sont très différentes. Là, vous voyez défiler des photos. Je pense que j'ai aussi commencé à peinturer mes figurines. Bon, j'avais déjà fait un peu de peinture, mais là, j'ai peinturé une armée. J'ai presque terminé de peinturer mon armée. Je vais peut-être vous montrer des images éventuellement là, quand ça va être terminé. Mais encore une fois, plus qu'un gros coup de cœur, c'est rendu une obsession. Je trippe vraiment. Donc, j'aime vraiment l'univers de Warhammer et j'aime vraiment découvrir ça aussi, tranquillement, pas vite. Je pense que ça me donne beaucoup de plaisir. Bon, je pense que c'est assez. Hein? J'ai beaucoup de jeux sur ma liste et là, j'en aurais eu d'autres, mais je pense que je m'éternise un peu plus que d'habitude. Donc, s'il y a des jeux que j'ai parlé qui vous intéressent, vous aimeriez avoir une vidéo, plus d'informations, plus de détails, gênez-vous pas dans les commentaires. On essaie de voir et de répondre à tous les commentaires. On aime beaucoup ça, avoir le contact avec les gens. Je trouve ça agréable de pouvoir discuter, découvrir des jeux aussi. Si jamais il y a des jeux que dans la liste que je vous ai parlé, que vous avez aimé ou pas aimé du tout, gênez-vous pas. Ça, on amène toujours des discussions et c'est ce que j'aime dans
dans nos commentaires. C'est toujours très agréable de vous lire. Donc, vous avez aimé la vidéo, faites un petit pouce en l'air, ça monte toujours le moral. Vous n'êtes pas abonné à la chaîne, eh bien, qu'attendez-vous? Abonnez-vous. On essaie de produire du matériel de qualité de manière constante. Donc, on a un paquet de petits segments qui reviennent, que ce soit des tops, que ce soit les vidéos à JP. Vince aussi a plein d'affaires. On aime ça, vous offrir plein de choses différentes. Donc, gênez-vous pas. Si jamais vous avez des choses qui vous intéressent, de nous le dire dans les commentaires. Alors, c'était Sylvain pour l'École du jeu et on se dit à la prochaine!